Donc, je suis bachelier en deuxième année IRS. Je suis aussi dans le staff du Club Sécu. Vous en avez peut-être entendu parler ou pas, qui a été créé cette année. Donc, on essaie de faire des efforts de com, etc. Mais c'est un peu compliqué. Le but étant derrière de rassembler tous les étudiants de l'AFTI qui sont intéressés de près ou de loin à la sécurité, pour derrière, quelle que soit notre formation ici, pour pouvoir derrière justement échanger, faire des présentations, des challenges. On en a fait un dernièrement là, en attaque-défense, du hacking si vous voulez, donc avec une cohésion entre les différents pros. Voilà. Donc aujourd'hui je vous parle de la post-exploitation sous Windows, qui était une des phases des tests d'intrusion. Donc je vais faire 2-3 rappels sur les playtests. Ensuite je vous expliquerai qu'est-ce qu'est la phase de post-exploitation, les scénarios qu'on a l'habitude de voir dans ce type d'attaque, quels outils on utilise pour mener à bien ces attaques, quelles contre-mesures peuvent être mises en place, ensuite comment contourner ces contre-mesures, malheureusement c'est toujours possible, et ensuite je finirai par quelques recommandations sur justement pour même, on va dire, limiter les contournements. Alors, donc, le pen test en anglais, en français, test d'intrusion. Donc il y en a 2-3 types, donc black box, grey box, white box, comme vous voulez, qui correspond à black, c'est vous êtes à l'extérieur de l'entreprise. Grey, vous êtes dans les locaux, mais vous n'avez pas accès au système d'information. Et la white box, c'est-à-dire vous êtes en interne, on vous donne des informations sur l'Active Directory, sur comment vous connecter, sur les réseaux, etc. Donc généralement, en pen test, on est plutôt en black ou en grey, rarement ici, quoi. Ce sera plutôt sur des audits de code, des choses comme ça, vous n'aurez quasiment tout. L'entreprise qui veut être auditée va rarement vous donner l'accès à tout ce système d'information avec des schémas réseau, des choses comme ça. Donc il y a des référentiels pour tout ce qui est pen test. Donc l'ANSI, le Plusif, c'est des organismes. Donc l'ANSI, vous connaissez peut-être, non, vous connaissez? Oui. Et donc Plusif, c'est un club, une association de 1901 avec des professionnels de la sécurité informatique qui se réunissent et donc ils rédigent des documents. Donc en français, le NIST, donc c'est les États-Unis. Donc voilà, c'est des exemples. Après, il y a une association qui a été créée, la Fédération des professionnels de tests intrusifs, justement, qui a rédigé quelques documents. Par exemple, comment se protéger en tant que pen tester quand on audite un système. Il peut arriver qu'il y ait des effets de bord. Donc avoir bien défini au préalable les choses, que vous ne faisiez pas tomber un serveur d'un client, que ce n'était pas prévu, et que l'entreprise auditée ne se retourne pas contre vous. Et ensuite, il y a un référentiel, on va dire, international, qui s'appelle Penetration Testing Execution Standard. Donc voilà, je vais détailler ici. Donc il y a cette phase. Donc là, on est dans du pen test, on va dire, tout ce qui est légal, etc. C'est pas des phases d'attaque, c'est vous, en tant que pen tester, qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez chez un client. Donc la première phase, très importante, c'est là où vous allez définir le périmètre et quoi auditer, qu'est-ce que vous allez en toucher ou pas, quels sont les risques juridiques, etc. Donc ça, il ne faut vraiment pas le négliger parce que tout ce qui pourra arriver derrière, en termes de juridique, ça peut, si c'est pas ici, on va dire, évoqué, ça peut être problématique. Ensuite, vous avez l'intelligence gathering, donc c'est la collecte d'informations, ce que vous faites en premier. Donc, si par exemple vous êtes en test d'intrusion externe, ça va être, vous allez regarder des GUIs, du DNS, des choses comme ça, des choses qui se disent sur Internet, on va dire avec des informations qui sont publiques, faire une première recherche. Et ensuite, avec ça, vous allez pouvoir savoir combien ils ont de serveurs, c'est quoi les noms de domaine de l'entreprise, est-ce qu'ils ont des serveurs web qui sont sur Internet ou pas. Et donc après, il y a deux phases. Il y a la phase passive, c'est-à-dire où vous n'allez pas vous faire de la reconnaissance, c'est-à-dire que vous allez utiliser des moteurs de recherche, choses comme ça, des bases de données globales. Et la phase active, où là, vous allez pouvoir faire du scan de corps, des choses comme ça. Ensuite, la modélisation des menaces, donc ça va être potentiellement si vous allez auditer un SI, c'est pas la même chose que si vous auditez juste un site web. Donc si vous auditez un SI, il y aura du réseau, des applications, l'authentification, des choses comme ça. Si c'est qu'un site web, bon, déjà c'est plus limité.
Ensuite, une fois que vous avez identifié quel est le modèle de menace, tout ce que vous allez, on va dire, auditer, vous cherchez des vulnérabilités sur les systèmes que vous avez trouvés. Une fois que ça c'est fait, vous avez identifié les vulnérabilités que vous avez analysées, donc il y a la phase d'exploitation, donc là on va utiliser des outils type Metaexploit, où on va lancer justement des exploits ou des choses comme ça, ou écrire ses propres exploits. Et une fois que cette phase-là a été un succès, vous êtes sur les systèmes. Donc, vous avez compromis un système, un SIO. Et donc ici, là, vous allez ensuite être dans une phase où vous allez essayer de maintenir votre accès, vous allez exfiltrer des informations, des choses comme ça. Et enfin, vu qu'on est dans du pentest, comme ici vous êtes engagé juridiquement, ici le client vous demande un rapport de qu'est-ce que vous avez audité, combien il y avait de vulnérabilités, quels sont les plus facilement exploitables, etc. Donc voilà, je fais un peu le tour de la phase d'exploitation. Donc c'est ensuite, une chose des plus importantes, c'est déterminer la valeur de votre cible. À savoir, est-ce que vous êtes sur un contrôleur de domaine ou est-ce que vous êtes juste sur une machine utilisateur lambda où il n'y a pas de compte administrateur. Donc une fois que vous êtes capable de déterminer la valeur de votre machine compromise, derrière vous allez récupérer des données sensibles ou pas, vous allez voir ensuite si jamais elle est dans un domaine, par exemple, et qu'elle a plusieurs accès, si vous allez pouvoir rebondir pour aller plus tard sur votre machine. Et donc si jamais cette machine a de valeur, vous allez effectivement maintenir l'accès dans cette machine afin de revenir plus tard quand vous aurez plus de temps, parce que là peut-être c'est limité. Si le client par exemple vous dit vous pouvez l'auditer durant une semaine, vous étiez sur le site, vous avez le droit 15 jours, vous-même vous faites en sorte de pouvoir maintenir l'accès, de pouvoir y accéder depuis l'extérieur, et a posteriori vous allez pouvoir continuer votre exploitation. Donc après, on va faire quoi? On va exfiltrer les données. S'il y a des données sensibles, vous allez faire en sorte, de manière plus ou moins discrète, de sortir des fichiers de mot de passe, des mails, des choses comme ça, des documents confidentiels. Une fois que vous avez fait tout ça, ensuite, le but étant de faire en sorte que personne ne sache que vous aviez compromis une machine. Donc ça peut être... on va dire que dans une phase correcte, ce serait de supprimer de manière intelligente les traces. Pas vous êtes dans les logs, vous supprimez tout le journal d'événements, parce que si jamais il y a une alerte qui est configurée là-dessus, tout de suite on va voir que vous avez fait une bêtise. Donc ça peut être par contre, supprimer juste vos traces, générer des événements qui paraissent légitimes, mais qui ne le sont pas, afin de brouiller une piste. Donc la plupart des scénarios de post-exploitation, le premier c'est les vols identifiants. Si on parle sur un domaine Windows, parce qu'on parle de Windows, ça peut être est-ce qu'un compte administrateur du domaine s'est déjà connecté sur la machine ou pas. À ce moment-là, vous allez essayer, en regardant les SA secrets ou les tickets Kerberos, de récupérer le sésame de cet administrateur. Donc c'est dans le cas, vous avez les outils, vous pouvez le faire. Si ce n'est pas le cas, si c'est un administrateur intermédiaire, par exemple pas du domaine, mais quelque chose au-dessus, vous allez aller voir sur quelle machine a pris la puce connectée, rebondir pour pouvoir ensuite arriver à avoir un compte administrateur du domaine ou système administrateur du domaine. Puis ensuite on supprime les traces, effectivement, ce que j'ai dit tout à l'heure. On installe des outils, donc, parce qu'il n'y a pas forcément ce que sur le Windows qu'on veut bien, donc ça peut être tout simplement vous installer un F4 pour faire des reverse shell, c'est-à-dire que la machine que vous avez compromise va être un serveur et vous allez vous connecter à distance. Donc, par exemple, par défaut, les pare-feux Windows autorisent tout en sortie. Tout est bloqué en entrée, mais en sortie, vous faites ce que vous voulez. Donc vous créez une connexion TCP de la machine que vous avez compromise vers la machine que vous maîtrisez, puis ensuite vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez exfiltrer des données. Donc de manière chiffrée ou pas, vous voir. Après, les firewalls, on va dire que filtrent beaucoup de choses, mais généralement le HTTP, HTTPS, le DNS, c'est ouvert. Donc vous faites un tunnel à l'intérieur de ça, vous envoyez des données à un serveur régulier ou pas, vous choisissez. Il y a moyen tranquillement d'exfiltrer des données. Donc c'est comme ça que les APT fonctionnent. Et ensuite, vous rebondissez pour d'autres attaques. Donc, vous avez compromis un Windows, peut-être à côté il y a des serveurs Unix qui sont aussi accessibles. Vous installez les outils qui vont bien parce que vous êtes dans la machine. Puis voilà, vous prenez votre temps. Puis effectivement, après, vous pouvez aussi surveiller qu'il n'y ait pas derrière des administrateurs qui puissent voir attention, il y a une sur le réseau, hop, vous changez de machine, etc. Donc le but étant de maintenir son accès. Et quand c'est ce cas-là, vous êtes déjà dans le système. Alors les outils. Donc le plus connu, Metasploit Framework. Donc, même si vous ne faites pas forcément de sécurité, le MSF console, ces choses-là, je pense que vous en avez entendu parler, un minimum. Donc
Donc au départ, hein, on va dire que c'est pour la gestion d'exploit, c'est plus simple à expliquer comme ça. Ça vous permet d'en développer, d'en utiliser, vous récupérez les exploits qui ont été rédigés, qui sont dans la base de données. Et vous pouvez aussi tester, par exemple, pour intégrer Nmap, vous faites des scans de port, des choses comme ça. Il y a d'autres outils pour vérifier si les machines que vous voulez attaquer sont vulnérables. Et puis une fois que c'est ça, vous allez dans votre base d'exploit, vous en exécutez, il marche, il ne marche pas. S'il ne marche pas, vous pouvez, avec le module de développement derrière, faire des modifications afin que vos exploits soient utilisables. Donc le module vis-à-vis du post-exploit de Windows, c'est celui-ci. Donc je n'ai pas listé toutes les fonctionnalités, mais par exemple vous pouvez donc récupérer les identifiants. L'identifiant, ça va être ce qu'on a dit tout à l'heure, des tickets Kerberos, des mots de passe. Donc énumérer les partages, donc il s'est connecté à quoi comme partage IFS par exemple. Quels utilisateurs se sont déjà connectés sur la machine. Des historiques de connexion, donc des utilisateurs, mais aussi par exemple quel périphérique USB a déjà été branché à la machine. Donc, vous pouvez comme ça lister mon utilisateur, il a 3 clés USB, je les connais, etc. Donc ça c'est ce qui est dans Windows. Donc c'est juste qu'avec ce module-là, on va récupérer toutes ces fonctionnalités. Et ensuite, il y a des fonctionnalités assez sympas, parce que pour l'analyse de malware, on fait, je mets des VM, etc., afin de tromper un peu les malwares. Mais il y a un module qui permet de vérifier si les outils VMware Tool, VirtualBox ou des choses comme ça, par exemple, pour le plus basique, sont installés. À ce moment-là, vous pouvez dire, bon, je suis sur une VM, potentiellement, cette machine, c'est un honeypot, donc il n'y a aucun intérêt, je ne vais pas y perdre mon temps. Mimikatz, est-ce que vous connaissez Mimikatz? Oui, non, pas du tout. Eh bien, vous devriez. Donc c'est un outil fait par un Français, il y a à peu près 2-3 ans. Et grosso modo, c'est l'outil qui actuellement fait le plus mal au système Windows. Tel point que Microsoft dans Windows 8 et 1.1 et donc le serveur 2012 a rajouté des fonctionnalités afin de bloquer le fait qu'on puisse récupérer donc, cette extraction. Extraction de mot de passe et hash, c'était ce que je vous montrais tout à l'heure, les ASIC-REG, les tickets Kerberos qui sont sur la machine locale. Et donc rien qu'avec cet outil-là, vous pouvez tout récupérer. Et ce qui est bien dans Windows, c'est que vous avez besoin de connaître le mot de passe pour aller ensuite vous authentifier sur le système. Vous récupérez soit le ticket Kerberos, soit l'âge du mot de passe, et il y aura le mot de passe. Du coup, vous avez besoin de le taper, vous récupérez les clés de votre shot, et vous pouvez ensuite, derrière, vous authentifier sur votre machine. Donc manipulation de processus, donc là on est plutôt dans des choses qui sont rentrées avec des malwares, c'est-à-dire qu'on va manipuler des espaces mémoire, des choses comme ça pour être plus persistant. Donc, si par exemple c'est une machine virtuelle ou un serveur par exemple qui est pas redémarré, qui redémarre je ne sais pas une fois par mois, bon, pendant un mois vous êtes dans la mémoire, il y a un problème. Vous ne faites pas de trace sur le disque, vous êtes dans la mémoire. Donc par exemple. Et avec ce super outil, on peut récupérer les certificats qui sont locaux sur Windows. Injection de DLL, donc c'est les librairies dynamiques de Windows. Donc pareil, ça donne des fonctionnalités. On peut avoir des droits système, on peut les mettre en play driver, c'est pareil, mais c'est pas de trace. Voilà, donc c'est vraiment puissant. Cet outil il est implémenté tout simplement avec un .exe. Je vous montrerai tout à l'heure. Microsoft Essentials le détecte. Voilà, on va dire que Microsoft, pour ces outils-là, les antivirus qu'ils ont, etc., c'est quand même fonctionnel. Mais cet outil fait extrêmement mal parce qu'il n'y a pas besoin de coder grand-chose en Windows. On lance 2-3 commandes et vous récupérez des comptes admin du domaine, des choses comme ça. Et il vous permet aussi de générer des tickets Kerberos, Golden Ticket. Donc ça, j'en avais parlé lors de la précédente conférence. Et vous trouvez des informations, je mettrai à la fin dans les ressources, c'est plus loin. Mais grosso modo, c'est extrêmement puissant, et avec ce outil-là, s'il n'y a pas de restriction, vous êtes admin du domaine en moins d'une heure, enfin c'est assez bête. C'est bien quoi. Et donc effectivement, s'il utilise bien le mémoire, vous pouvez le droit d'un peu très quoi. Typiquement, si la machine est jamais redémarrée, vous pouvez être là pendant des années. PowerShell, vous connaissez quand même. Donc pourquoi PowerShell c'est bien? C'est natif depuis Windows 7. Donc c'était la 2.0, en 2008 à 2. Donc maintenant on est en version 4, la version 5 a été annoncée au Tech Days 2015. C'est un langage de script, aussi un moitié un langage d'objet qu'on peut interfacer avec des bibliothèques.NET. L'avantage c'est qu'il est déjà intégré dans vos machines et que cet outil est extrêmement puissant. Si vous voulez en version 2, vous pouvez faire pas mal de choses, mais c'était quand même limité.
Maintenant, version 4, vous pouvez faire toutes les tâches d'administration d'un Active Directory en ligne de commande. Jouer avec Hyper-V aussi, par exemple. Et c'est extrêmement puissant. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que depuis la version 3, on peut faire ce qu'on appelle du PowerShell Remoting. Donc, c'est ni plus ni moins du HTTP via le SOAP, un protocole de HTTP, donc HTTP, HTTPS. Donc là, c'est pareil. On a plus trop des problèmes de firewall, des choses comme ça passe toujours. Et c'est activé par défaut sur le Windows Server 2012. Sur les dernières machines 7 et Windows 8, c'est pas le cas. Faut savoir que là où on a dit que c'est un langage objet, vous avez accès à tout ce qui est la librairie .NET. Sur un système Windows, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire un driver, c'est extrêmement puissant. On peut faire ça à distance, comme si vous faisiez du SSH sur des machines Linux. Et c'est activé par défaut sur certains serveurs. Ce qui veut dire que certains administrateurs, on va dire, qui ne font pas attention, ne savent même pas qu'ils ont le PowerShell Remote activé sur leur Windows Server. Et généralement, vu que c'est méconnu encore, même si c'est quand même pas si jeune que ça, en 2009, on va dire, il y a très peu de restrictions sur PowerShell. Si vous allez sur une machine, vous regardez, on fait du PowerShell sans problème, il n'y a pas de restriction. Vous n'êtes pas dedans, vous n'avez pas le droit de lancer la ligne de commande. Peut-être que vous allez par exemple bloquer le CMD avec des GPO, mais vous avez oublié de faire du PowerShell. PowerShell est beaucoup plus puissant. Donc ça permet notamment dans les dernières attaques de se faire beaucoup de mal. Et vu que c'est par défaut que c'est intégré, je veux dire, Microsoft ne peut pas désactiver ça. Il y a plein de fonctionnalités maintenant qui font ça. Leur cloud, Microsoft Azure, il y a du PowerShell dans le cloud aussi. C'est extrêmement puissant. Donc il faut le savoir. Il faut savoir potentiellement, si vous êtes administrateur de machines Windows dans votre entreprise, par exemple, il faut regarder de ce côté quand même. Parce que malheureusement, il y a de plus en plus de malware qui commencent à utiliser ça. Et vu que c'est légitime, vous retrouvez des choses dont c'est pas au courant. Alors, The Framework, qu'est-ce que c'est? C'est un agrégat d'outils, donc les outils précédents dont je vous ai parlé sont inclus dans celui-là. Il est mis à jour régulièrement, donc les toutes dernières techniques d'attaque fonctionnent. Donc ça c'est bien. Par rapport au sujet d'aujourd'hui, il y a un module pour la base d'exploitation qui s'appelle VPH, qu'on peut coupler avec d'autres modules du framework ici, ou avec des modules externes. Donc grosso modo ça donne ça. Alors juste ça c'est un GitHub, mais je vous explique un petit peu. Donc ça c'est un module du framework, qui permet de pouvoir injecter des exploits. Soit en Python, soit en PowerShell, on peut faire des .exe. Donc si vous voulez, là vous voyez que la structure c'est modulaire, c'est-à-dire que ça c'est le noyau si vous voulez, et derrière vous avez différents modules. MSF c'est Metexploit, donc on peut faire fonctionner VPilage avec la base de données Metexploit. On peut aussi utiliser d'autres fonctionnalités PowerShell. PowerSploit, dont j'en parlerai tout après, c'est un autre outil qui utilise du PowerShell, avec des scripts tout faits pour derrière ce qui est écrit là, persistance, énumération, etc. Faites ce que vous voulez, vous bypassez antivirus, vous exfiltrez des données, des choses comme ça. Ensuite, il y a aussi du jumping, donc tout ce qui est récupération de credentials, identifiant. Donc là, est-ce que PowerShell est activé? Donc, typiquement, cet outil-là, il est assez intelligent pour dire donc, si PowerShell n'est pas activé, je peux prendre Metexploit, ou potentiellement j'envoie un exploit en Python, alors que d'autres modules ne sont pas capables de le faire. S'il n'y a pas de PowerShell activé, vous pouvez pas les utiliser. Et ensuite, ça c'est très intéressant, Minikase qui est bloqué par beaucoup d'antivirus, là vous le lancez directement depuis ce module-là dans la mémoire. Donc là, c'est vous êtes tranquille. Et donc ça c'est d'autres paquets, un autre outil, SMBexec, donc c'est pareil. Ces outils-là, SMBexec, Metexploit, PowerSploit, Minikase, c'est des outils qui peuvent utiliser séparément, et là ils sont utilisés dans le même framework. Si vous voulez, vous avez un peu comme vous avez Metexploit à l'époque, maintenant qui est extrêmement compliqué. Vous avez ce module-là, VPilage, qui est intégré avec le framework, qui permet de faire tout ça. Donc ça, vous pouvez l'installer sur la machine Linux, sans avoir un Kali ou quoi que ce soit, vous installez juste votre framework, et vous pouvez même tester les machines Linux. Donc rapidement, PCExec, c'est quoi? C'est un très bel outil de sysinternal. Sysinternal, vous connaissez ou pas? Un peu. Donc c'était une société qui faisait beaucoup d'outils pour les systèmes Windows, extrêmement puissants, qui a été racheté par Microsoft. Et donc un petit peu connu, on va dire, des gens qui font que du Windows. Et le PCExec vous permet d'exécuter des commandes locales sur machine distante. C'est-à-dire que vous n'avez pas
application que vous voulez utiliser, je ne sais pas, pour CMD, normalement il y a d'autres choses qui sont sur la machine sur laquelle vous voulez aller. Vous les lancez depuis chez vous. Et ça marche. Donc c'est pareil, donc, les modules qu'on a vus avant utilisent cet utilitaire-là. Donc ça c'est pareil, on peut le bloquer quand même. Mais c'est extrêmement puissant. Donc là, la seule limite que vous avez ici, c'est une limite des commandes sur votre propre machine. SMB exec, donc c'est pareil, c'est un module de poste d'exploitation qui permet notamment de contourner tout ce qui est antivirus. Parce que dès que vous détectez quelque chose, vous le bypassez. Lui par contre, pour voler des credentials, il va utiliser Windows Credential Editor, pas de Mimikat. Et ensuite PowerSpite, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que des scripts PowerShell qui sont réunis dans le même outil, vous pouvez lancer, exécuter. Mais il ne fonctionne pas sur le PowerShell. Donc la première démo, rapidement, je vais juste vous montrer comment Mimikat est détecté rapidement, et après je vais vous parler un peu du passage. Ça marche pas très bien, j'ai des soucis avec ma VM, je fais des mots évidemment. Alors, hop. Tout simplement, j'ai téléchargé Mimikat, ce qu'on peut récupérer en .zip sur le site qui veut bien, sur GitHub. Hop, ici. On va dans le zip, on voit bien que les utilitaires sont là. J'ai juste un Microsoft Security Essentials sur ma machine. On voit pas la VM. Hein? Je sais pas si tu l'as affiché, mais on voit pas ta VM. On recommence. Ça va aller mieux. Bon, hop. On va exécuter en 32 bits, en 64. Je suis dans un zip. Hein. Mon Microsoft Security Essential ne le détecte pas. On va juste l'extraire pour voir. Hop. J'avais déjà vu tout à l'heure. C'était effectivement évidemment. Là, direct, il trouve. Donc bon. Donc ce que je voulais vous montrer, c'était qu'en injectant par Metaexploit, ça fait la même chose. Du coup, avec là, l'antivirus de base de Microsoft, ça le bloque. Donc derrière, il faut trouver une autre solution pour éviter ce genre de problème. Il faut juste rapidement expliquer ce que c'est un pass de hash, parce qu'on peut pas le faire avec Mimikat. Donc sur les machines Windows, ça c'est tout ce que vous avez en local. Donc la base SAM, vous connaissez, hein. C'est vos comptes locaux qui sont là, plus l'identifiant quand vous utilisez AD, Kerberos, donc c'est pour faire de l'AD aussi. Donc, du coup, potentiellement sur les machines, vous avez tout ça. Et après les packages, là c'est l'AD qui va définir ce que vous avez utilisé ou pas, quand vous êtes dans le domaine. Voilà, donc la technique passe de hash, ça consiste à lire ces choses-là et à les récupérer. Sachant que le mot de passe en NTLM, par exemple, c'est 7 caractères. Donc c'est pas très bien. Mais là, pour le coup, Mimikat, ce qu'il fait, il va juste récupérer les credentials qui vont bien. Vous ne les connaissez pas en clair, mais ça suffit pour pouvoir rebondir après sur les autres machines. Aussi, par exemple, un administrateur du domaine s'est connecté une fois sur la machine, que le mot de passe n'a pas été changé, potentiellement aller sur la machine. Donc vous l'avez, vous essayez de faire un RDP avec les credentials qui vont bien. C'est parti. Donc, on va parler des contre-mesures, parce qu'il y a des mots qui ne marchent pas. Donc voilà, comme vous avez vu, je viens de vous montrer. La plupart d'antivirus détectent tous ces outils de post-exploitation comme du Hackload. Même si vous passez par Metaexploit, donc il faut trouver un autre moyen si vous voulez contourner les antivirus. Ensuite, par des GPO, on peut bloquer par exemple le PS exec, je vous parlais tout à l'heure, cet exécutable-là. Donc ça, vous mettez une bonne GPO, ça va le bloquer. Et le plus important, ça reste tout ça. Faire en sorte que vous soyez capable de savoir qu'est-ce qui s'est passé sur votre machine. Donc vous journalisez les événements, vous activez les logs qu'il faut, parce que par défaut, ils ne sont pas tous activés. Et ensuite, surtout, vous faites du log management en exportant vos logs vers une machine que vous connaissez, avec des corrélations, des alertes, des choses comme ça. Dès que vous ayez un élément issu
des logs sur l'authentification par exemple. Donc deuxième point, est-ce qu'on peut désactiver PowerShell? Non, carrément non, c'est pas du tout possible. Par contre, nous pouvons limiter l'usage, souvent carrément limiter les machines qui peuvent faire du PowerShell, et derrière les gens les authentifient correctement, soit tout simplement restreindre les codes PowerShell exécutables sur la machine. Alors les lignage, donc c'est quoi grosso modo? C'est que vous allez mettre des faux utilisateurs avec des faux credentials dans vos machines. Quand vous allez voir que ces credentials-là sont utilisés sur votre réseau, vous avez automatiquement que quelqu'un a réussi à récupérer ces credentials. Donc vous mettez pas des utilisateurs totaux, que ce soit des gens même dans votre AD à la limite qui paraissent utiles. Vous les désactivez et vous savez par exemple derrière que quelqu'un a réutilisé ces comptes-là. Vous savez, vous qui sont désactivés, que c'est justement pour détecter ce genre d'attaque. Donc rien qu'en détectant le fait que quelqu'un utilise ces comptes-là, vous savez qu'on utilise Mimical ou un autre outil. Et donc du coup, après c'est à couper ça avec une surveillance du réseau, être capable de vous créer soit configurer des sons, soit créer vos sons, avec vos paramètres en disant, voilà, le mieux à ce niveau-là, c'est d'avoir fait des tests au préalable. Soit vous faites appeler une société externe pour faire ça, soit vous êtes des gens en interne, vous simulez l'utilisation de Mimical, par exemple, sur votre réseau. Et vous allez définir vos seuils, ces choses-là, afin d'être capable de les identifier en disant attention, quand il y a tel et tel pattern, ça veut dire qu'il y a des gens qui font du HTTP sur mon réseau. Donc les contournements, le plus concret, c'est celui qui va faire l'objet de la deuxième démo, c'est l'accès direct en mémoire, qui est tout simplement pas journalisable normalement. Le seul moyen que vous avez, si par exemple c'est des VM, ça peut être d'utiliser peut-être en direct des outils type Volatility, des choses comme ça, pour tout le temps dumper la mémoire. Mais c'est très très contraignant. Et donc évidemment, vous êtes en mémoire, il n'y a pas de trace sur la machine. Après, ça peut être, donc là, comme j'ai dit, là, contournement, vous attaquez d'une autre manière, donc là, ça dépasse la loi d'exploitation. Vous faites un délit de service, des choses comme ça, où la personne va être, on va dire, noyée dans toutes les alertes, et vous profitez de ces choses-là pour faire des attaques classiques qui passeront inaperçues vis-à-vis du flot d'attaques qui auront par ailleurs. Donc la deuxième démo, c'était du forensique avec l'accès direct à la mémoire. C'est pareil, du coup, marche pas, mais j'ai quand même fait des schémas pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc l'avantage d'utiliser des VM, c'est qu'on a accès aux mémoires des VM. Si c'est une machine physique, c'est compliqué. Il faut mettre un outil qui en même temps prend dans la mémoire, c'est des grosses machines, c'est très très compliqué. Et surtout après, derrière, quand vous faites du graphe forensique et que vous avez fait sur vos VM ce qui vont bien, vous êtes capable derrière de définir des alertes, on en revient ensemble tout à l'heure, pour être capable derrière de dire, là j'ai une attaque parce que j'ai identifié que c'était telle et telle chose par rapport à ce que je faisais. Donc Mineral, j'en ai pas parlé, Mineral c'est le protocole qui est utilisé dans PowerShell Domotique. Donc c'est du HTTP, HTTPS vers le protocole SOAP. Donc ça veut dire Windows Remote Management. Donc là vous voyez que c'est du PowerShell, et votre commande c'est que vous allez invoquer en PowerShell des scripts. Donc là vous envoyez ou des exécutables, par exemple là c'est le cas, et là vous invoquez un script qui va lancer un Mimikat. Et donc là vous êtes sur la machine distante, donc qui évidemment il faut qu'il y ait le WinRL de configurer, sinon ça ne marche pas. Derrière, donc là vous avez l'héritage du processus, comment il fonctionne. Donc là on a lancé cette commande-là, bam, le SVSO veut hériter de ça, qui veut hériter de l'exécutable. Pareil pour celui-là, j'avais et celui-là, le dernier, là, vous ne voyez pas. Et dans ce fichier-là, il n'y a aucun sous-processus qui hérite de ça. Donc potentiellement, une fois que vous l'avez envoyé là, il est quand même mort. Alors que là, vous avez envoyé une commande, il a appelé un autre processus qui a appelé derrière la commande qu'il a fait. Donc potentiellement, ça, vous pouvez le tracer. Mais là, il n'y a rien. Je suis directement dans le processus. Donc oui, le seul moyen, c'est, disons, voilà. Effectivement, là, vous avez l'historique des commandes dans les deux cas. Bien que ça se termine à la fin de la session. Donc c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fermé ça, là, vous perdez tout ce qu'il y a. Mais vous arrivez quand même à avoir des choses. Et là, par contre, si vous arrivez toujours à la mémoire, vous n'avez aucune trace. Donc potentiellement, je ne l'ai pas montré, je le mettrai dans les
des ressources, la présentation de Mordant qui a été faite là-dessus, où il montre que dans la mémoire, on voit qu'il y a ce script-là qui est envoyé plein de fois. Donc, si jamais vous n'auditez pas la mémoire, vous ne le saurez jamais. Donc on voit dans la mémoire, on a un petit communicateur qui parle avec la dans le on s'en va. Bon, alors tout n'est pas si mauvais que ça, hein. C'est juste qu'il faut partir du principe que la post-exploitation est de plus en plus simplifiée pour les utilisateurs malveillants, on va dire. Et les outils sont de plus en plus puissants, et donc derrière, il faut changer la vision qu'on a de comment on manage la sécurité dans le cloud. Donc le plus important, ça reste ça, clairement. La détection, les logs, ces choses-là, à la limite, vous êtes fait attaquer, vous ne le savez pas encore, vous l'êtes, mais que vous soyez capable de déceler quel trafic sur votre réseau n'est pas légitime ou pas, ces choses-là. Ensuite, les mots de passe Windows, donc comme on l'a vu, hein, changer quand même la politique. Si jamais il n'y a pas de compte administrateur locaux ou vous n'avez pas d'administrateur du domaine qui se connecte à votre machine, on peut remplir les envois des comptes locaux, c'est quand même plus compliqué. Donc pareil, donc ça c'est segmenté ce que je dis tout à l'heure pour du PowerShell. Être juste capable en disant voilà, telle machine a le droit de faire du PowerShell remote, c'est tout. Je la connais, je sais ce qu'il y a, il n'y a que 3 comptes dessus, ils ne sont pas dans l'AD, ou ils sont dans l'AD à côté, je les maîtrise. Donc c'est segmenté par usage, par compte. Donc, et derrière, tout ça c'est pareil, évidemment, on ici, c'est dans la détection, c'est dans les logs, c'est ce qu'on fait. On peut utiliser des bastions d'administration. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas les identifiants, c'est un équipement tierce qui les connaît. Vous passez par cet équipement, vous avez votre compte utilisateur normal, qui dit vous avez tel rôle, l'administrateur, il vous donne le mot dans le choix, il vous fait vous connecter à la machine. Vous n'avez pas du tout tapé le mot de passe de la machine distante. Donc ça c'est un peu moins important dans les frontaux web. Pour ici, il n'y en a pas. Voilà, j'espère que je peux être très long. Si vous avez des questions sur des choses qui ont été abordées rapidement ou pas, ou sur les attaques Windows en général, je vous écoute. Si on n'a pas, c'est pas grave. C'est bon? C'est bon. Et l'interpréteur, ça se couple avec Dave? Alors, on va venir à web, effectivement. C'est ce que je voulais montrer. Alors, ce que je vais faire une vidéo tuto que je mettrai sur la chaîne YouTube parce que ouais, j'ai eu des problèmes, c'est assez compliqué. Donc, hop. En fait, ouais, on est capable d'en faire filage et de lancer les interpréteurs. Plus PowerPoint, plus Mimikatz en mémoire, plus SMBexe. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Et ça, c'est un module du framework, parce que le framework contient un autre module qui s'appelle Veil Evasion, pour éviter, pour bypasser, contourner les antivirus. En tout cas, là, ce qui est intéressant, c'est que cet outil-là n'est pas très vieux, il est à peine un an. Et c'était de voir que justement, ils avaient, par rapport à ce que je disais là, intégration des techniques d'attaque les plus modernes. C'est-à-dire qu'ils ont pris les différents outils qui ont fait seulement une partie, ils les ont mis ensemble. Derrière, vous pouvez rajouter aussi vos propres modules pour écrire des choses. Donc c'est extrêmement modulaire. Et vous pouvez le personnaliser selon vos besoins. Donc ça marche plutôt bien. Donc on commence à en parler un peu sur le net et tout, mais c'est pas, sauf dans les sites spécialisés ou les conférences de sécurité, c'est encore pas trop connu. Alors que là, il y a vraiment plein de choses qui sont faites. Mais il aurait fallu que je fasse qu'une présentation là-dessus, je pense que c'est compliqué, ça peut forcément intéresser trop de gens. Donc je pense que je ferai plutôt une vidéo, ou alors à voir, vous pouvez, comme je dis à la fin, vous pouvez m'envoyer un mail, si jamais il y a quelque chose que vous préférez, que ça soit plutôt sous forme de document, un papier ou quoi, de Word, je peux le faire aussi. Et l'idée c'était de faire une petite démo, présentation comme ce que j'avais fait. Et c'est assez long, ça dure bien 10 minutes, un quart d'heure. Il faut se familiariser avec en plus, donc c'est un peu compliqué. Voilà, donc après, on a vu. On a un compte Twitter où il y a des événements qui sont postés assez régulièrement. Pareil sur la page Facebook. Et une chaîne YouTube où il y a les précédentes conférences, vous retrouverez celle-ci. Si jamais vous êtes intéressé par rejoindre le staff, vous posez des questions, vous envoyez un mail à cette adresse-là. Et pour toute autre question, vous avez cette présentation, ou même pour le club, vous pouvez m'envoyer un mail. Merci.